Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. L'auto-emploi, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui au sein de la jeunesse. Face au chômage, cette option est de plus en plus en vogue un peu partout au Bénin. Qui sont ces jeunes qui se tournent vers l'auto-emploi, leur profil et que gagnent-ils véritablement? On va le savoir dans un instant. Et puis ensuite, acquérir de notions de base en intelligence artificielle, c'est le but de la 3e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Au cours de la cérémonie de clôture ce week-end, les participants ont présenté au public les fruits de ces 4 semaines d'activité. Vous aurez le compte rendu dans cette édition. Et puis enfin, en politique, des populations de Bopar dans le département du Mono rejoignent le cercle des mouvements et autres regroupements qui appellent Olivier Bokor à se présenter candidat pour l'élection de 2026, regroupé au sein du mouvement des jeunes pour des actions concertées. Ces populations ont fait une déclaration publique ce week-end. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. L'auto-emploi, cette forme d'entrepreneuriat gagne en intensité au sein de la jeunesse depuis quelques années en Afrique et aussi au Bénin, devenu incontournable face au chômage. Cette activité génératrice de revenus ne tient pas compte de la formation forcément de base. L'essentiel pour le jeune entrepreneur est d'y trouver son gagne-pain. Un constat qui se généralise faute d'opportunités de travail. Reportage. De l'enseignement à la cordonnerie, Béatrice Taillot, diplômée en sciences de la vie et de la terre, s'est lancée dans l'entrepreneuriat depuis 2018. Après plusieurs formations, elle s'est finalement spécialisée dans la cordonnerie. Après les études en 2015, je me suis cherchée, je suis allée dans l'enseignement et j'ai vu que ce n'était pas mon domaine, je n'étais pas à l'aise. Je me suis vite retourner pour aller me chercher encore ailleurs et c'est là que j'ai découvert ce métier qui est le métier de la cordonnerie. J'avais une copine qui confectionnait des chaussures, qui habillait les chaussures. Donc je me suis rapprochée d'elle, j'ai pris une paire de chaussures que j'ai essayé de déballer et j'ai vu comment c'était fait et ça m'a impressionné, la façon dont la chaussure a été réalisée. Et c'est là que j'ai commencé par habiller les chaussures. Mais comme autre secteur d'activité, ce métier présente des difficultés. C'est d'ailleurs ce que vit au quotidien notre jeune entrepreneur, surtout dans l'approvisionnement des matières premières. D'abord, il y a les matières premières qui ne sont pas disponibles ici. Il faut aller au Nigeria ou bien aller vers les dames qui exportent pour aller s'en procurer. Donc, on a aussi des soucis, des outils, des machines adaptées pour la confection des chaussures. Nous sommes toujours au manuel, ce qui est un peu difficile pour nous. Plongée dans le métier par pure curiosité, la jeune entrepreneur commence par trouver ses repères. La passion et l'amour du travail lui donnent l'envie d'avancer. Elle est consciente qu'elle doit continuer à se perfectionner pour mieux s'imposer dans ce métier qui, comme tous les autres, est régi par un code et des règles précises. Ce que confirme le directeur du Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts. L'entrepreneuriat se définit à 3 niveaux. Vous concevez une idée, il faut planifier l'idée et vous la mettez en œuvre. Et lorsqu'on parle de l'identification d'une idée, cela part d'abord d'une idée qui aura pour vocation de satisfaire, de combler un besoin social. Autrement dit, l'entrepreneur, c'est celui qui crée, qui innove, qui met en place quelque chose, un produit notamment, que cela s'agisse d'un bien ou de service, pour solutionner à un problème de la société. Et c'est justement pour éviter les déboires inutiles que le directeur du Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts exhorte les jeunes à toujours se faire former avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Jeune, tu veux t'engager dans l'entrepreneuriat, il faut identifier un problème, mettre en place une idée qui solutionnera bien entendu à ce problème et il faut se faire former. Qu'il soit une obligation ou une alternative au chômage, l'auto-emploi est aujourd'hui pour les jeunes l'une des options les plus sûres pour s'offrir une place au soleil. Pour des milliers de jeunes diplômés, c'est le seul moyen de se faire un peu d'argent dans une société où le sous-emploi et la pauvreté sont devenus le cantique du quotidien.
Nous sommes en vacances et qui parle de vacances parle de moments de distraction pour les enfants, mais aussi pour les jeunes et surtout pour se distraire. Bien entendu, certaines personnes pour le faire se tournent vers la plage justement pour prendre un peu d'air et puis une fois face à la mer ou dans les environs, ils sont confrontés à une panoplie de gens qui leur proposent des services. C'est le cas d'un trio d'ambianceurs qu'on aperçoit souvent les week-ends le long de la plage d'Erevan. Une équipe de la rédaction vous propose ici un zoom sur ce trio d'ambianceurs. Reportage. Voici un trio hors du commun. Il est composé de Joseph, apprenti menuisier, Corneille, apprenti peintre, et Philippe, apprenti vitrier. Loin d'être sur cette plage, en vue de rechercher des clients à qui fournir des prestations liées à leur domaine d'apprentissage, ces jeunes sont ici dans un seul et unique but, faire danser les visiteurs. Vêtus le plus souvent d'une tenue locale, ce groupe d'ambianceurs créé depuis près de 3 ans est présent sur cette plage d'Erevan tous les week-ends dès l'après-midi. Évidemment, Philippe et ses acolytes n'auraient pas le temps nécessaire à consacrer à leur activité s'ils n'avaient pas reçu au préalable l'aval de leur patron. Avant que je n'entre en apprentissage, mes parents, mon patron et moi avions discuté. Déjà à partir de jeudi, on ne trouve plus assez de temps. J'ai également demandé à mon patron qu'il va me donner la journée du samedi. Le dimanche est mon jour de repos normal. Car lui-même sait que je me débrouille. Donc les samedis, ils sont au courant des répétitions. Donc c'est ainsi que moi, je me libère les samedis pour venir jouer avec mes amis. Afin de bien accomplir la mission qu'ils se sont attribuée, ces jeunes apprentis se servent de différents instruments, leur voix pour chanter et des tam-tams pour faire danser leur vis-à-vis. Il leur arrive par ailleurs d'esquisser quelques pas de danse en vue d'inciter ou d'accompagner ces derniers. Dans ce registre, ils sont capables de vous dérouler tout le rythme du pays. C'est à cause du talent que nous possédons que j'ai suggéré qu'on l'expose au public. Nous avons commencé avec le tam-tam Sakla, les bois à main. Au fil du temps, nous avions acheté le tam-tam bon et les autres avec les sous que nous avions trouvés à travers cette activité. Nous voulons juste de l'aide. C'est comment faire pour joindre les deux bouts qui nous poussent à faire cela, quand bien même nous menons tous des activités. On a commencé un peu à la maison, on a fait des répétitions et nous avons dit que comme c'est notre don là, on va faire sortir ça. C'est pour ça qu'on a commencé par sortir pour venir à la plage pour chercher un peu d'argent. Lors des séances de répétition, ce trio d'ambianceurs ne se contente pas de travailler sur les chansons et les rythmes connus. Il a aussi l'esprit créatif. Des fois, nos parents, des fois, je crée parfois des rythmes. Nous répétons aussi des rythmes déjà connus. Ça me vient parfois comme de la tout. Et je crée la musique et je la chante. Dès que je commence, mes collègues l'enregistrent sur le téléphone et on se l'approprie. Avec ça, enfin, Émerveillés par le spectacle, les visiteurs de la plage expriment leur satisfaction. Non, avec ces 3 jeunes-là, j'ai aimé ça. C'était très cool. Parce qu'ils ont bien joué, Et j'ai bien dansé, c'est très cool, j'aime ça. Ce qui vient de jouer là, bon, moi je suis idéen, j'aime ça. C'est notre tradition. Nous on aime cette danse-là. Bon, on a bien dansé, bon, ils ont bien joué parce que il faut qu'on les apprécie un peu plus beaucoup quoi, pour qu'ils continuent dans leur domaine. Si l'objectif du trio Joseph, Corneille, Philippe est de transmettre à leur vis-à-vis une gaieté parfois inespérée, leurs objectifs ne manquent pas de porter des fruits. Ils sont souvent récompensés par les spectateurs. En plus de l'argent qu'ils gagnent, ils se constituent un riche carnet d'adresses et sont parfois sollicités pour des prestations publiques lors des fêtes et des cérémonies.
Quand on joue sur la plage et que les gens nous abordent pour nous inviter sur des événements, nous demandons le lieu. Pour nous, l'essentiel, c'est le déplacement. Dès qu'ils nous gèrent le déplacement, nous allons sur les lieux. C'est en fonction de notre prestation qu'il va nous récompenser. Nous autres, nous allons satisfaire les attentes vis-à-vis de nous. Notre priorité, c'est la satisfaction du client. La rémunération peut venir après. Les gains ainsi obtenus font l'objet d'une gestion rigoureuse. Par exemple, nous avons 15 000 dions. Nous avons 2 000. D'ailleurs, nous avons économie. Nous avons le sous-temps. Donc, si on gagne par exemple 15 000 francs CFA, on épargne 2 000 francs dans l'optique de pouvoir réparer aux besoins nos instruments. Et le reste, on se le partage. On ne dépense pas tout ce qu'on gagne. Si on gagne par exemple plus de 20 voire 30 000 francs, on épargne 5 000 francs. Intervalle de 30 000 habits, 20 000 au moins, 20 000 au moins, 5 000 ciments. De quoi leur permettre de joindre les deux bouts. Dans une société comme la nôtre, où la jeunesse est de plus en plus portée vers les activités génératrices de gains faciles, le groupe d'ambianceurs formé par Philippe et ses acolytes est sans doute un exemple à suivre. Je vous l'annonçais en titre, acquérir des notions de base en intelligence artificielle, c'est le but de la 3e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Au cours de la cérémonie de clôture ce samedi, les participants ont présenté au public les fruits de ces 4 semaines d'activité. Voici le compte rendu. Des chants, danses et visites de stands technologiques sont les principales activités de la cérémonie de clôture de l'école d'été sur l'intelligence artificielle édition 2023. Organisée par la Fondation Vallée, en partenariat avec l'ONG Benexcellence et le PNUD, l'école d'été a sa 2e édition. Elle a connu la participation de près d'une centaine d'étudiants, nationaux comme étrangers, répartis dans 2 catégories à savoir junior et senior. Plus exactement, on s'était vu ici avec 200 jeunes africains, 150 seniors, dont 18 internationaux et 132 béninois, plus 50 juniors qui sont là aujourd'hui avec leurs parents et qui ont beaucoup travaillé. Donc il y a eu 3 semaines de formation très accélérée. Et à 22 heures encore, on voyait encore des gens ici très motivés et certains n'avaient même pas fait. Aujourd'hui, c'est eux les stars, c'est plus ce qu'ils ont à nous présenter qui nous intéresse. Donc nous sommes venus tous ici aujourd'hui et suivre ces projets-là et les applaudir, prendre de la graine et encourager ces jeunes-là à devenir des ambassadeurs de l'intelligence artificielle ici et ailleurs dans le monde. Alors, je tiens à féliciter la Fondation Vallée et l'ONG Benexcellence et les rassure de l'engagement constant du PNUD à leur côté dans cette initiative. Chers participants à l'école d'été, puisque c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui, ce sera l'occasion de présenter à vos parents, amis, encadreurs, de manière concrète ce que vous avez pu réaliser sur la base des différents enseignements que vous avez reçus. Donc, émerveillez-nous. Nous comptons sur vous, nous voulons voir des belles choses et être agréablement surpris. Au cours de ces 4 semaines d'apprentissage, les participants ont été initiés aux notions de base de l'intelligence artificielle. Il s'agit de la programmation, la machine learning et l'électronique embarquée. Un programme de formation qui a abouti à la création de plusieurs projets technologiques. De certains participants avec qui j'ai pu échanger. Certains, d'une part, ont affirmé l'expression ou la phrase suivante. C'était assez lourd comme cours, mais si c'était à refaire, je le referais à nouveau. Pour d'autres, c'était des phrases du genre « Je ne connaissais rien au départ sur l'IA, mais je peux dire aujourd'hui avec fierté que je suis data scientist junior. » Oui, l'école d'été sur l'intelligence artificielle a été une réussite. Une réussite car, par la qualité des enseignements reçus, des passions ont vu le jour.
des projets professionnels ont été conçus et même des amitiés saines ont été créées. En initiant ce programme, la Fondation Vallée et ses partenaires permettent à la jeunesse africaine et surtout celle béninoise de répondre efficacement aux enjeux de l'intelligence artificielle. C'est aussi une opportunité de création et d'automatisation d'emplois. Le club de la presse locale a été lancé dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est une initiative de la Fondation Le Municipal qui constitue un cadre d'échange entre les professionnels des médias, les acteurs de la société civile et ceux, bien entendu, de la décentralisation. Le projet a bénéficié du soutien de l'ambassade de l'Allemagne. La cérémonie de lancement a été présidée par Souley Alagbe, directeur de cabinet du ministre de la décentralisation de la gouvernance locale. Reportage. Pour la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie à la base, la Fondation Le Municipal concrétise son projet conçu depuis plusieurs années. Le club de la presse locale est officiellement lancé ce vendredi 11 août 2023 en vue de contribuer au rayonnement de la décentralisation au Bénin. C'est un creuset d'échange entre les professionnels des médias et les acteurs de la société civile sur le secteur de la décentralisation. Suivant le modèle de la Maison des médias, nous avons mis en place ce cadre pour que régulièrement on puisse se voir entre journalistes et experts des questions de décentralisation, entre journalistes et aussi les acteurs, comme je l'ai dit tantôt, que ce soit les acteurs politiques, les élus, les maires, les chefs d'arrondissement, les présidents de commission. Il y a beaucoup de choses que ces personnes-là peuvent expliquer aux journalistes et aussi du côté des cadres de l'administration territoriale, il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre de la vie quotidienne de nos collectivités territoriales. On veut contribuer nos engagements au sein de la décentralisation, ça c'est sûr, et dans cet ordre d'idée, pour une deuxième fois, je veux vous saluer encore une fois pour le bon travail et je vous souhaite une bonne chance à l'avenir au sein de la presse locale. Le club de la presse locale est un cadre d'échange et de partage d'informations sur les questions liées à la décentralisation. L'initiative de la Fondation Le Municipal vise donc à permettre aux acteurs des médias de mieux maîtriser les mécanismes de fonctionnement des communes. En plus de faciliter le partage des connaissances, le club de la presse locale se veut également un creuset propice au décryptage des grandes tendances de l'actualité du secteur de la décentralisation à travers des panels animés par les acteurs des médias, de la société civile, les experts du domaine d'une part et les cadres communaux, puis la classe politique locale d'autre part. Ce projet vise à instaurer une meilleure transparence dans la gestion des affaires publiques de nos communes. C'est depuis 2003 que le Bénin a commencé son expérience en matière de décentralisation. Le directeur exécutif de la Fondation Le Municipal saisit cette occasion pour inviter les acteurs et partenaires de la décentralisation à s'approprier ce cadre d'échange mis en place afin que les professionnels des médias puissent disposer des informations fiables pour sensibiliser les populations à la base. Direction Sémé-Craqué à présent, le Bénin a enclenché le processus de normalisation de ses relations avec le grand voisin de l'Est. En témoignent les visites officielles entre les autorités des deux pays. Mais à Sémé-Craqué, l'une des frontières, la reprise des activités économiques est loin d'être une réalité. Le constat dans ce reportage. Un jeudi matin au poste de contrôle juxtaposé de Sémé-Craqué, l'une des frontières entre le Bénin et le Nigeria. Voici l'ambiance qui prévaut dans ce lieu réputé pour des activités commerciales. Après l'annonce de la réouverture des frontières par l'administration Tinubu, la vie économique et surtout commerciale peine à reprendre ici à la frontière de Sémé-Craqué. Pour les commerçants et transporteurs, aucun changement concret n'est encore enregistré. Sincèrement,
On ne peut pas vous dire que quelque chose a changé. Absolument rien. Au contraire, depuis l'arrivée de Tinubu, l'essence est devenue chère. Moi, avant, mes enfants étaient dans le privé, mais aujourd'hui, ils sont tous dans des écoles publiques. C'est compliqué. Donc, c'est maintenant qu'on constate que on fait la théorie, mais la pratique n'est pas encore arrivée. Mais les frontières ne sont pas encore ouvertes. Suite à la fermeture des frontières depuis août 2019 à ce jour, les activités sont comme elles étaient. Malgré le balai diplomatique entre Patrice Talon et Ahmed Bola Tinubu assorti de promesses, sans oublier les visites entre administrations douanières, la frontière de Sémé-Craké est loin d'être impactée par la décision de la réouverture. Conséquence, les populations comme les entreprises continuent de payer le prix du protectionnisme nigérien. Nous ne faisons plus de bénéfices. Nous souffrons seulement dans le commerce. C'est très dur. Les camions et nos marchandises ne passent pas. Depuis 4 ans, cette situation existait, où il y a peu de recettes. Mais on est là à espérer toujours. Parce que l'économie, au niveau de la recette, on dit qu'il y a le partenariat. Bon, éventuellement, le partenariat existe. Mais les chiffres d'affaires ont baissé. À part la lourdeur administrative qui affecte la réouverture selon les usagers, la dévaluation de la monnaie nigériane, le Naira, et les crises politiques régionales sont les autres facteurs qui inquiètent les acteurs. On fait l'activité d'échange, Naira pour CFA, CFA pour Naira. Mais avant, l'argent montait un peu, mais maintenant ça redescend. Avant, lorsque moi j'étais arrivé, un Naira c'est à peine 7 francs 6. Même maintenant, un Naira, ça n'atteint même pas 0 francs 8. Et suite à la baisse de Naira, on se pose beaucoup de questions. Quand est-ce que ça va changer? Puis, que le cas du coup d'État du Niger, j'espère que les importateurs auront aussi peur de commander des produits. Parce que quand je passe à mon pays, je pense aussi à mon voisin. Au-delà de l'offensive diplomatique et des annonces, les populations rencontrées espèrent le passage à l'action pour une reprise des activités commerciales au cœur des relations entre les deux pays, historiquement et économiquement liés. Dans la suite de ce 13h au Bénin, les populations de Bopa, dans le département du Mono, rejoignent bien entendu le cercle des mouvements et autres regroupements qui appellent Olivier Bokor à se porter candidat pour l'élection présidentielle 2026. Regroupés au sein du mouvement des jeunes pour des actions concertées, ces populations ont fait une déclaration publique ce week-end pour susciter la candidature de l'homme. Déclaration lue dans les locaux de l'arrondissement de Poussotomain après une caravane. Voici les détails avec Narcisse Lossé, Florent Dehou. La vague Olivier Bokor pour l'échéance présidentielle de 2026 gagne la commune de Bopa dans le département du Mono. Avec l'effigie de l'homme sous les bras, des populations de cette commune regroupées au sein du mouvement des jeunes pour des actions concrètes Mojac ont arpenté les rues de l'arrondissement de Poussotomain pour susciter sa candidature. La procession a échoué ici, dans les locaux qui hébergent les bureaux de l'arrondissement, où les manifestants ont décidé de scruter l'avenir politique du Bénin. Dans leur viseur, le gouvernail du pays après la présidentielle de 2026. Et pour eux, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais il se fait que les lois de la République recommandent une alternance au pouvoir après un certain nombre de mandats. Cependant, vu les grands chantiers et les efforts consentis par le gouvernement de la rupture
et de son président, son Excellence, Patrice Athanase Guillaume Talon. Une analyse minutieuse de cette question dont dépendra la vie de notre pays, le Bénin, après 2026 s'impose. Et après analyse et réflexion, responsables et simples militants du MOJAC de la commune de Bopa ont décidé de recommander à tout le peuple béninois une continuité dans la rupture et non ce qu'ils ont appelé la rupture dans la continuité. Qui peut et qui est capable d'assumer et d'assurer cette continuité dans la rupture tant voulue par le peuple béninois et dont il rêve? Pour nous, au MOJAC de la commune de Bopa, comme pour nombre de Béninois, la réponse à cette question est un secret de polichinelle. Il faut un acteur clé, un artisan de la rupture, un homme de confiance. Ainsi donc, à l'unanimité, nous avons porté notre choix sur M. Olivier Bokor. Olivier Bokor, que cette foule de militants a supplié publiquement à travers chants et slogans d'accepter d'être candidat pour l'élection présidentielle de 2026. La commune de Bopa rejoint ainsi la vague de suscitation de la candidature d'un homme connu pour sa discrétion et sa loyauté au président Talon, le chantre de la rupture. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Télévision. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information, 19h30. Ce sera la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.